L'esclavage à Rome n'était pas ce que l'on pense. Les maîtres pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs esclaves, ou pas. Imaginez être pris dans un système où votre vie n'a aucune valeur, et vos jours dépendent de la volonté de quelqu'un d'autre. C'était la réalité de millions de personnes à Rome. Mais saviez-vous que, bien qu'il semble être un système sans restriction, il y avait des limites, même minimes, que les maîtres ne pouvaient pas franchir. Lors d'un des banquets les plus opulents de Rome, un esclave commet une erreur qui le condamne à une mort brutale. Il casse un verre de cristal lors d'un banquet organisé par Bédius Polo. Cette erreur aurait pu lui coûter la vie, car Polo ordonne qu'on le jette dans un étang rempli de lamproies, des créatures connues pour dévorer la chair humaine. Mais à ce moment précis, Auguste, l'empereur, intervient. Il sauve non seulement l'esclave, mais lui accorde la liberté et ordonne de briser tous les verres restants de l'hôte en guise de punition symbolique. Mais pourquoi Auguste est-il intervenu? Était-ce vraiment par compassion? L'histoire derrière cette décision révèle quelque chose de bien plus profond sur le pouvoir à Rome et les limites qui, bien que rares, existaient dans le traitement des esclaves. Ne partez pas, car ce que vous découvrirez aujourd'hui changera votre perspective sur le système esclavagiste de Rome. Restez jusqu'à la fin pour connaître les limites que, malgré tout, les maîtres ne pouvaient pas franchir. Pour comprendre le système esclavagiste à Rome, nous devons remonter à ses origines. L'esclavage n'était pas une pratique récente lors de la fondation de Rome, en fait, il était tellement ancré dans la société que même son fondateur mythique, Romulus, permettait aux citoyens de vendre leurs propres enfants comme esclaves. Ainsi, dès le début, l'esclavage n'était pas seulement une partie de l'économie, mais un pilier essentiel de la structure sociale romaine. À mesure que Rome grandissait, l'esclavage grandissait également. Depuis ses débuts modestes en tant que petit village, Rome commença à s'étendre rapidement, et avec elle, le nombre de prisonniers de guerre devenus esclaves. Au VE siècle avenue Jésus-Christ, on estime qu'environ 20% de la population de Rome était composée d'esclaves. Cette dépendance à l'esclavage ne favorisait pas seulement l'économie romaine, elle transformait également la vie quotidienne de ses citoyens. Au début, l'esclavage avait un caractère plus domestique et proche, avec les maîtres travaillant côte à côte avec leurs esclaves dans les champs ou dans leurs foyers. Mais avec le temps, l'esclavage devint plus industrialisé et massifié, perdant la connexion personnelle qui existait entre les maîtres et les esclaves. Ce qui avait commencé comme une relation plus ou moins équitable, où le maître voyait l'esclave presque comme un membre de la famille, se transforma en une exploitation brutale. Les esclaves cessèrent d'être des individus avec des histoires personnelles et devinrent simplement des numéros dans les grandes demeures et les champs romains. À mesure que Rome avançait dans ses conquêtes, le système esclavagiste commença à changer de manière drastique. Au début, comme nous l'avons mentionné, les esclaves étaient une petite partie de la population et leur travail était plus personnel, presque familial. Les maîtres n'étaient pas seulement des propriétaires, mais ils partageaient également une partie de leur vie quotidienne avec les esclaves, dans certains cas en travaillant avec eux dans les champs ou pour les tâches domestiques. Cependant, à mesure que Rome s'étendait, cette relation changea. Les esclaves arrivèrent en grand nombre, notamment avec les conquêtes militaires. Ils n'étaient plus seulement des prisonniers individuels, mais de grands groupes venus de terres lointaines, des personnes dépouillées de leur identité et transformées en propriétés. L'esclavage cessa d'être une relation familiale pour devenir une machine d'exploitation massive, où les esclaves étaient traités comme des numéros, comme des ressources économiques, et non comme des êtres humains. L'augmentation de la population esclave modifia également la perception des maîtres. Autrefois, l'esclave était une personne connue, à qui l'on attribuait une tâche spécifique au sein de la maison ou de la ferme. Maintenant, l'impersonnalité régnait. L'esclave n'était plus vu comme un membre de la communauté ou de la famille, mais simplement comme un outil de travail, une marchandise qui pouvait être achetée et vendue. Ce changement eut également des conséquences importantes. Le nombre croissant d'esclaves rendait plus difficile le contrôle de leur fugue. Dans la Rome primitive, si un esclave s'enfuyait, il pouvait facilement se cacher dans les villages voisins ou parmi les tribus ennemies. Cependant, avec le temps, les esclaves furent entassés dans d'énormes villas et champs. Les villes grandirent, et les opportunités d'évasion diminuèrent considérablement. La liberté devint un concept encore plus lointain, et les maîtres ne craignaient plus autant les fugues de leurs esclaves. À mesure que l'esclavage se réinstitutionnalisait à Rome, la brutalité des maîtres envers leurs esclaves devint presque inévitable. Sans aucune loi réelle pour protéger les esclaves, les maîtres avaient une liberté totale pour infliger les punitions qu'ils désiraient. Coups, travaux forcés, torture, mutilation, la violence était la norme, pas l'exception. Les esclaves étaient des biens, et comme n'importe quel autre outil, ils pouvaient être jetés lorsqu'ils ne servaient plus.
Cependant, malgré la nature impitoyable de ce système, la société romaine n'était pas complètement indifférente à la violence extrême. Il existait certaines normes sociales et quelques lois, bien qu'elles soient limitées et rarement appliquées, qui tentaient de limiter les abus les plus évidents. L'une des figures chargées de tenter de contrôler ce désordre était le censeur. Ce magistrat avait le pouvoir d'intervenir en cas de cruauté extrême envers les esclaves, mais son rôle n'était pas obligatoire, mais plutôt discrétionnaire. Ce n'était que si un citoyen libre dénonçait un abus que le censeur pouvait agir. Et bien qu'il pût théoriquement intervenir pour éviter un abus, la pratique était différente. En plus de 400 ans d'histoire républicaine, il n'existe aucun registre de censeur défendant un seul esclave. Parfois, la seule protection que les esclaves avaient était le jugement social. Si un maître allait trop loin dans son traitement, la communauté pouvait le regarder avec désapprobation. Mais cela restait une réponse très vague, qui ne garantissait aucune véritable protection pour les esclaves. Pourtant, même dans ce système aussi brutal, il arrivait parfois que la violence atteigne un tel degré de scandale que la société romaine ne pouvait pas fermer les yeux. L'un des exemples les plus notables se produisit pendant le règne de l'empereur Auguste, qui intervint dans une affaire qui, bien qu'elle reflétait la cruauté inhérente au système, montrait aussi que, parfois, le pouvoir de Rome pouvait être utilisé pour corriger les excès de ses élites. L'affaire concernait un esclave qui, lors d'un banquet organisé par le chevalier romain Bedius Polo, avait accidentellement cassé un verre. Furieux, Polo ordonna que l'esclave soit jeté dans un étang rempli de lamproies, des créatures dévoreuses de chair humaine. Cependant, Auguste, qui était présent à ce banquet, prit une décision inattendue, il sauva non seulement l'esclave, mais lui accorda la liberté et, en guise de punition symbolique, ordonna de briser tous les verres restants de l'hôte. Cet épisode, bien que extraordinaire, montre comment le pouvoir d'un empereur pouvait intervenir pour limiter l'abus. Mais ce n'était pas un acte de compassion, mais une leçon publique sur l'abus du pouvoir. Pour Auguste, le message était clair, même les puissants devaient respecter certaines règles. Cependant, ces cas étaient exceptionnels, et la grande majorité des abus contre les esclaves n'étaient jamais sanctionnés. Au fil du temps, certaines lois commencèrent à émerger, non pas pour une question de moralité, mais plutôt par la nécessité d'éviter le désordre social. Un esclave maltraité et sans espoir d'évasion représentait une bombe à retardement, et les rébellions d'esclaves comme celle de Spartacus démontrèrent que Rome devait faire quelque chose pour éviter que le système ne s'effondre. L'une des premières lois à intervenir fut la Lex Petronia, adoptée en 61 après Jésus-Christ, qui interdisait d'envoyer des esclaves mourir dans les amphithéâtres aux mains des bêtes sans l'autorisation préalable d'un magistrat. La loi cherchait à freiner les châtiments publics utilisés comme divertissement privé. L'État voulait monopoliser la violence publique, ne pas laisser n'importe quel aristocrate devenir bourreau pour le plaisir. En parallèle, des clauses contractuelles commencèrent à émerger, qui, bien qu'elles ne cherchaient pas à protéger les droits humains des esclaves, limitaient ce que les maîtres pouvaient faire dans certaines circonstances. L'une des clauses les plus connues était la ne prostituto, qui interdisait explicitement de forcer une esclave à exercer la prostitution. Si le nouveau maître violait cette clause, l'esclave devait être immédiatement libéré et reconnu comme affranchi. Ces clauses, bien qu'apparaissant progressistes, n'étaient pas motivées par un désir de justice sociale. Dans de nombreux cas, elles étaient utilisées pour protéger les intérêts économiques ou la réputation de la famille ou du propriétaire. Par exemple, un ancien propriétaire pouvait imposer la clause pour éviter un scandale public, non parce qu'il s'agissait d'une question morale. Bien que ces mesures aient été symboliques et limitées, elles montrèrent que, même dans le système le plus brutal, la loi pouvait, d'une certaine manière, intervenir pour éviter le chaos total. Cependant, dans la grande majorité des cas, le traitement des esclaves dépendait toujours du tempérament du maître. La vie d'un esclave pouvait être aussi imprévisible que le caractère de son propriétaire. Malgré toutes les lois et limitations que Rome impériale tenta de mettre en œuvre au fil du temps, la vérité est que ces mesures ne devinrent que symboliques. Il ne s'agissait pas de reconnaître la dignité des esclaves en tant qu'êtres humains, mais d'éviter le désordre social et l'instabilité qu'une population d'esclaves insatisfaite et incontrôlable pourrait provoquer. Avec des empereurs comme Antonin le Pieux et Constantin, Rome fit quelques pas vers la reconnaissance que même les esclaves avaient une valeur au-delà de l'économique. Par exemple, la loi d'Antonin le Pieux en 161 après Jésus-Christ interdisait le meurtre injustifié des esclaves, ce qui signifiait qu'un maître tuant délibérément son esclave devait faire face aux mêmes sanctions que s'il avait tué une personne libre. Cela signifiait qu'en dépit des limitations, les esclaves commençaient à bénéficier d'une certaine protection légale. Cependant, même avec ces mesures, le système n'a jamais reconnu la véritable humanité des esclaves.
La plupart des abus n'étaient jamais sanctionnés, et seul si la violence atteignait des niveaux aussi publics ou scandaleux qu'elle affectait l'ordre public, l'État intervenait. Cela signifiait que la grande majorité des esclaves vivaient et mouraient sans que personne ne se soucie de leurs conditions. En fin de compte, l'esclavage à Rome ne concernait pas seulement l'oppression, mais une question économique et sociale profondément enracinée. Rome a construit sa richesse et son pouvoir sur les épaules de millions d'esclaves, et bien que, au fil du temps, certains empereurs aient tenté de freiner les abus les plus visibles, le système dans son ensemble n'a jamais cessé de voir les esclaves comme de simples propriétés. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez dire qu'à Rome, les maîtres ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient avec leurs esclaves, rappelez-vous ceci, des limites existaient, oui, mais elles étaient faibles, symboliques et presque toujours inutiles. Il ne s'agissait pas de protéger l'humanité des esclaves, mais de maintenir la stabilité d'un système qui reposait sur leur exploitation.